Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission L'Entretien sur Communauté TV. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Philbert Muzima. Philbert Muzima est né à Mogonga, dans la préfecture de Butare, au Rwanda. Il réside aujourd'hui à Gatineau, au Canada, où il travaille pour le gouvernement fédéral du Canada. Il est aussi témoin. Il a écrit un livre de témoignages intitulé Imbibés de leur sang, gravés de leur nom. Philbert Muzima, bonsoir. Bonsoir, Chema. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'émission L'Entretien. Alors, Philbert Muzima, ça fait longtemps qu'on se connaît dans la communauté, mais parlez-nous de vous. C'est qui Philbert Muzima selon vous? Comme vous l'avez dit, je suis Philbert Muzima. Je viens d'une famille nombreuse de 5 garçons et 5 filles. Je suis né dans le sud du Rwanda et j'habite au Canada depuis plus de 20 ans déjà. Et je suis un rescapé du génocide de Tutsi qui a emporté mon père et ma mère, toutes mes 4 sœurs et 2 de mes frères, ma grand-mère, mes oncles, mes cousins et cousines, comme la plupart des Tutsis du Rwanda. Et vous l'avez dit, je travaille pour le gouvernement fédéral depuis plus de 12 ans déjà. Et vous l'avez aussi dit, je suis père de 3 enfants. Super. Vous avez fait un travail remarquable. Et quand et comment avez-vous eu l'idée d'écrire un livre de témoignages? Cela peut sembler paradoxal parce que j'ai eu l'idée d'écrire durant le génocide même. J'étais couché dans un buisson, c'était le 20 avril, un après-midi du 20 avril, et j'avais échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. J'avais déjà 2 coups de machette, je gisais dans mon sang, et j'avais échappé à des fusillades, à beaucoup de meutes de Hutus qui me poursuivaient, qui voulaient en finir avec moi. Et je me disais, est-ce vraiment réel ce que je suis en train de vivre? Je me voyais comme dans un film d'horreur, mais j'étais l'acteur principal. Et je me disais, ok, c'est sûr que je ne vais pas échapper. Mais si par miracle, je venais d'échapper, comment pourrais-je dire qu'est-ce qui m'est arrivé? Qui pourrait me croire? Et je me disais, si jamais, ce qui est impossible alors, si j'arrivais à échapper, il faut que j'écrive. Et le miracle s'est produit. Comme 5 jours après, je me retrouvais au Burundi, donc voisin du Sud, et j'ai commencé à écrire. J'écrivais d'abord des noms de mes camarades d'infortune, des noms aussi des tueurs, des Hutus que j'avais côtoyés, que j'avais croisés, que j'avais fui pour que ça ne s'oublie pas. Parce que je me disais, je suis presque le seul survivant de ce carnage à Mugonga et il faut que je raconte cette histoire. Je commence à écrire des poèmes, raconter ce qui s'est passé par poème, mais malheureusement, j'étais habité de rage, de rancœur, de haine, de tristesse. Et tellement que je déchirais, parce que des fois je pleurais plus que j'écrivais. Et vous savez, le syndrome de la page blanche pour les écrivains, moi c'était vraiment le syndrome de la page mouillée. Parce que je mouillais mes pages de mes larmes. Mais au fur et à mesure que je prenais la distance par rapport au temps, la force d'écrire me revenait. Mais surtout, c'est quand ma fille m'a posé des questions à propos des Hutus et des Tutsis. Et j'avais participé à une émission, à un documentaire
notamment avec le général Dallaire sur une télévision à Montréal. Et quand la télé m'a envoyé une copie, je suis allé la visionner au sous-sol. Et ma fille est venue me poser, on a visionné ensemble, elle avait encore alors 8 ans, ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Elle m'a posé des questions dont je n'avais pas de réponse. Notamment les Hutus et les Tutsis, qui sont les bons, qui sont les méchants. Leur dire qu'il n'y a pas que les Hutus, et il n'y a pas que les méchants, il n'y a pas que les bons, il y a eu juste un génocide, mais que tous les Hutus ne sont pas les méchants. Pour un enfant qui a une vision manichéenne de ce conflit, c'était difficile. Et je ne suis pas un pédagogue pour avoir les mots adéquats à dire à cet enfant. Parce que même si j'avais la haine, je ne voulais pas la transmettre à mes enfants. Je voulais lui transmettre, certes, la mémoire, mais pas la haine. Et j'ai dit, c'est maintenant d'écrire. Peser mes mots, raconter mon histoire, mais pas que ce soit une Bible de haine, ni un récit d'horreur, mais une histoire de vie des miens. C'est à ce moment-là que je me suis mis vraiment à écrire par devoir de mémoire. Parce que si j'ai le devoir de raconter, lui, elle a le droit de savoir. Donc c'est un devoir pour moi, parce que c'est un droit pour elle. Super. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cet exercice? Vous nommez les victimes, mais aussi vous nommez les bourreaux, vous nommez les collines. Et ce travail, quels ont été les défis majeurs? Il y a beaucoup de défis. J'ai été journaliste dans mon autre vie. Écrire, c'est la chose la plus facile à faire. Un journaliste, avec toute une distance, il peut raconter l'histoire d'un accident auquel il a assisté ou une histoire auquel il a fait une enquête. Avec toute la distance, mais quand c'est raconté soi-même, raconter le meurtre de ses parents, de ses frères et sœurs, ça devient compliqué. Les mots nous manquent. Et le génocide, c'est l'innommable. Alors comment décrire l'indescriptible? C'est ça d'abord le défi, de trouver les mots pour nommer l'innommable. Et la deuxième chose, c'est malheureusement la mémoire étant la faculté qui oublie, avec la distance par rapport au temps, par rapport à l'espace, on n'a pas toutes les données aussi fraîches qu'ils n'étaient en 94. Et j'ai écrit 20 ans plus tard. Tellement je devais appeler les autres survivants pour me rafraîchir la mémoire. Et les noms, il m'arrivait que j'oublie les noms ou que je les intervertisse. Et je devais alors faire un travail de recherche, un travail de rafraîchissement de la mémoire. Et aussi, un autre défi, c'est trouver un éditeur. Mon livre est écrit en français au Canada et il a été refusé 2 fois. Pourquoi? Un éditeur à Montréal m'a dit, qui es-tu pour écrire tes mémoires? Va faire ta carrière et quand tu seras accompli, viens nous proposer tes mémoires. C'est fou. Pour lui, ce n'est pas un témoignage, c'est les mémoires d'une personnalité. Et j'en suis pas une. Une autre maison d'édition ici à Ottawa, il m'a dit, monsieur, c'est bon ton histoire, mais elle se passe trop loin dans le temps et dans l'espace. À plus de 13 000 km d'Ottawa, à plus de 20 ans, il n'y aura pas d'acheteur. Lui, il regardait l'aspect financier et commercial. L'autre regardait et il cadrait le texte dans oui. Alors, c'est un défi, mais il n'y a aucune difficulté qui ne soit pas surmontable.
j'ai trouvé un éditeur en Europe Mm. et je me suis fait aider parce que c'est pas tous les témoins qui sont capables d'écrire. Mm. Je me suis fait aider par d'autres amis qui sont plus habitués à écrire, que je remercie. Et je pense que chaque rescapé qui veut écrire aura des difficultés, mais il y aura les moyens de les De les surmonter. surmonter. Parce que chaque rescapé, c'est un livre C'est un de livre. témoignage, c'est un livre de mémoire, et il faut que ça soit écrit. Oui. Alors, si on justement on regarde les témoins, les rescapés qui viennent qui sont morts depuis 94, on peut dire qu'il y a plusieurs bibliothèques qui ont été brûlées. Alors, qu'est-ce que vous dites aux rescapés pour qu'ils puissent justement se mettre à ce travail, surtout dans ce contexte de négationnisme et de révisionnisme? Les livres comme ça, comme votre livre, sont une arme contre le négationnisme. Alors, qu'est-ce que vous dites 27 ans déjà, tant de rescapés sont morts sans avoir couché sur papier ou gravé ça sur quelque part? les médias sociaux ou avec l'Internet, avec Technologie? le Oui, oui. YouTube, qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu graver leur histoire Mm, dans les annales de l'histoire. mm, Et maintenant que le temps joue contre nous, je voudrais dire que ça presse. Il est temps de trouver les moyens, mm, de chercher une force mhm, pour le faire. mhm, Et c'est pas nécessairement écrire, c'est aussi raconter. Ça peut être enregistré, ça peut être raconté à ses enfants ou à ses petits-enfants mm. qui plus tard pourront raconter ton histoire. Mais un témoignage tue, c'est un témoignage voué à À disparaître. disparaître. Et le négationnisme qui prend l'élan nous pousse encore plus à sentir le devoir de témoigner. Parce que la vérité est de notre côté. Mm, Le mensonge et le négationnisme, si répété ad nauseam et qu'elle n'est pas démentie, démenti. qu'elle ne rencontre pas Mm, notre vérité à nous qui avons vécu, leur mensonge finira par occulter notre vérité et passer pour une vérité. une vérité alternative. C'est ça, on doit témoigner parce que notre témoignage, c'est ça qui va faire taire le mensonge du négationnisme. Super. Euh, Retournons dans votre livre. Vous, vous dites que des Hutus vous ont aidé, mais ces Hutus-là venaient de tuer d'autres Tutsis. Cet humanisme de cette époque-là, comment est-ce que vous vous expliquez cet épisode? Je l'expliquerai. D'abord, c'est difficile de me mettre dans la peau de mes tueurs. Mais si je dois philosopher, si je dois tenter une explication, c'est que l'homme est complexe, Oui. et l'homme est multiple, et surtout, le projet du génocide ne faisait pas l'unanimité parmi tous les Hutus. Mm. Ce sont les Hutus qui ont commis ce génocide, mais ce ne sont pas tous les Hutus qui ont commis ce génocide. La preuve est que tant de survivants doivent leur survie à des Hutus qui les ont cachés. Il y en a qui cachaient et qui tuaient. Il y en a qui tuaient et ne cachaient pas. Mm. Et il y en a qui cachaient et ne tuaient pas. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Oui, il y en a qui tuaient et cachaient. Mhm. Il y en a qui tuaient et ne cachaient Ne cachaient personne. pas. Mhm. Et il y en a qui ont caché et ne tuaient personne. Mhm. Et il y en a qui n'ont rien fait. Mhm. Ni tué, ni caché. Mhm. Alors, d'abord, c'est que le projet du génocide, comme chez moi à Mugomga, ça nous est tombé dessus comme à l'improviste, je vais dire. Butare, c'est le sud du Rwanda. Mhm. Et en plus des discriminations ethniques, il y avait aussi une certaine discrimination régionale. Butare, le sud, souffrait de cette discrimination indistinctivement
les Hutus et les Tutsis. Ce qui fait que, avec l'avènement du multipartisme, Boutaré a adhéré majoritairement à l'opposition par rapport au président Abdelmana. Le projet du génocide, c'est un projet du gouvernement Abdelmana. Donc, Boutaré n'y adhérait pas nécessairement. Cela a fait que, pour embarquer Boutaré dans le projet du génocide, il a fallu mettre en place un président issu de Boutaré. On a tué une première ministre issue de Boutaré, on l'a fait remplacer par une autre issue de Boutaré. Et on a fait une campagne d'intimidation. On a tué le préfet Tutsi qui était opposé au génocide. On a fait des discours de mobilisation. Et le même président issu de Boutaré disait, à peine voilé, ceux qui ne veulent pas travailler qu'ils sortent de notre chemin. Et là, c'était un message clair que si tu ne tues pas, tu seras tué. Et Boutaré a basculé presque 10 jours après. Alors, les Hutus de Boutaré, qui n'étaient pas nécessairement convaincus de qu'est-ce qu'ils faisaient, il y en a, oui, qui voyaient que c'était un projet fou et qui aidaient leurs amis, leurs voisins à traverser la frontière ou les cacher chez eux au risque de leur vie ou simplement fausser l'itinéraire aux poursuivants pour qu'ils n'aillent pas à la recherche de recherche. Et je pense que donc l'homme est capable de faire du bien, il est capable de faire du mal, le mal. Il y en a qui ont choisi le mal, il y en a qui ont choisi le bien, et il y en a qui ont joué la neutralité. Je ne peux pas donner de réponse, mais je pense que c'est ça. C'est ça. Et parle-nous un peu de mots, justement, cette traversée de Mugomga au Burundi, un peu de mots. Mugomga est frontalière avec le Burundi. Et de chez moi, où je suis né, où j'étais pendant le génocide, où j'ai été blessé pendant le génocide, c'était à moins de 5 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière avec le Burundi. À pied, on le faisait en 40 minutes, à pas de marche. Mais durant le génocide, il y avait beaucoup d'embuscades. Des réfugiés hutus burundais dont les camps faisaient une colonne insurmontable entre moi et la frontière. Il y avait des barricades à chaque croisement de chemin et même dans les marécages, on surveillait partout. Et il y avait la peur qui pouvait faire que tu n'es pas capable de faire même un pas. Et il y avait la frontière naturelle, la rivière Kanyaru, dont les propriétaires de pirogues ou d'embarcations les avaient retirés et avaient reçu un ordre formel de la part des autorités génocidaires de ne jamais aider un seul Tutsi à traverser. Cela a fait que, quand on m'a donné des coups de machette, c'était le 21 avril, j'ai passé toute la nuit, la journée du jour suivant, à fuir, à me cacher, à échapper à d'autres meurtres. Et vers la nuit du jour suivant, je me suis dit, il faut en finir avec ce théâtre. Je me suis dirigé tout droit dans la maison d'un Hutu qui était un ami à moi, un ami d'enfance. Sa maison était face à face à la mienne et je me suis dit, je l'ai vu tuer, je vais lui demander de me tirer une balle dans la tête. Aussi simple que ça. C'est un ami, il ne va pas me refuser ça. Arrivé chez lui, surprise, il cache 18 personnes, 18 Tutsis. C'est pas vrai. Hommes, femmes et enfants. Et je me retrouve chez lui, sans y être invité,
Il refuse de me tuer, il refuse de me Je cacher. te cacher. Il dit que j'étais très recherché, que si je restais, ceux qui viendront me trouver vont tuer Tout le monde. tout le monde là-bas. Et il voulait qu'il soit en vie. Et moi, je ne coopère pas, je lui dis, alors tue-moi. Je dis, Dédi, c'était mon petit nom. Dédi, tu sais que je ne peux pas te tuer. Alors, laisse-moi tranquille. Je suis resté chez lui pendant 3 jours et 3 nuits, mais à ce moment-là, j'ai organisé ses protégés. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas échapper, que c'était l'extermination de Tutsi. Il n'y en avait pas qui devait échapper. La seule façon, c'était d'aller au Burundi. On avait quelqu'un qui connaissait les chemins vers le Burundi, les chemins les plus clandestins. Et à l'aide d'une nuit avec une pluie abondante, les Hutus ont arrêté pour se mettre à l'abri et de la nuit et de la pluie, et cela nous a aidés. Et les réfugiés burundais avaient quitté pour aller donner un renfort à Gisagara, plus à l'intérieur du pays. Et comme ça, on a pu nous faufiler, mais il y avait des chiens qui aboyaient, qui indiquaient notre présence. Et il y avait des gens qui veillaient, qui appelaient, qui criaient qu'il y avait des Tutsis qui tentaient de traverser, mais personne ne répondait à leur appel. Oui. Et non sans difficulté, on est arrivé à la frontière. Arrivé à la frontière, il y a un problème. Comment traverser la rivière? Il n'y a pas de pirogue. Il n'y a pas de pirogue. C'est une rivière grouillante de crocodiles et d'hippopotames. Et je ne sais pas nager. Mais on doit traverser. Et notre ami qui connaissait les endroits connaissait aussi, avait aussi un Hutu qui était propriétaire de pirogue. Il est allé le trouver. Oui. Et là vient une histoire intéressante de pacte de sang. Dans la religion traditionnelle, la famille de notre ami et la famille de ce Hutu étaient liés par un pacte de sang. Donc, ils ne pouvaient rien faire de mal au risque de mourir de la pire des façons, des conséquences du bris du pacte de sang. Oui. Et il a dit, ok, je vais te faire traverser, mais si on me voit, on va me tuer. Il vient, il arrive là, je lui dis, ok, tu vas nous faire traverser. Si on te prend, on va te tuer. Oui. Si tu ne nous fais pas traverser, et tu vas encore mourir. Le pacte va te tuer. De deux façons, tu vas mourir. Mais il y a une seule chance. Nous faire traverser et ne pas te faire remarquer. C'est cette chance qu'il a tentée. Et ça a marché. Et ça a marché. Il nous a fait traverser et ça, apparemment, parce que je l'ai vu après le génocide, donc il n'a pas été tué. Il n'a pas été tué. Mais s'il ne nous avait pas fait traverser, il serait mort de Gihango, parce que là, il ne pouvait pas s'en cacher. Échapper. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au Burundi. Ouais. Encore pas sans difficulté, parce que de la sortie du marais de Rakanyaru jusqu'au campement des militaires à Marangara, il n'y avait que des Hutus anciennement réfugiés chez nous, et c'était vraiment Hega Marangara, c'était des experts en tuerie. Mais à ce moment-là, comme par miracle, ils nous ont laissé passer. Et je suis arrivé au Burundi comme 6 jours après avoir été blessé. Et c'est alors que j'ai reçu mes premiers soins. Les soins. Vous nous avez parlé de comment vous expliquez ce qui s'est passé, le génocide des Tutsis, à vos enfants. Mais dites-nous justement, à quel âge et comment avez-vous commencé à expliquer le génocide à vos enfants? C'est les enfants qui initient la discussion. Oui. Surtout que je
porte des cicatrices. Chaque fois, il me demande, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je peux pas lui raconter des blagues. Non. Je dois lui dire que j'ai été blessé. Selon l'âge, je peux lui dire que ce sont des méchants. Mais au fur et à mesure qu'il pose des questions, je vais lui expliquer qu'il y a eu un génocide au Rwanda, que des Tutsis ont été massacrés. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas de grand-père, qu'il n'a pas de grand-mère, qu'il n'a personne pour appeler Masenge. Même le vocabulaire va lui manquer quand il apprendra à parler Kinyarwanda. Oui. Parce qu'il n'a personne qui personnalise ce titre. Masenge, Marume, Data wacu. et Nyogokuru. Donc, et je lui dis, il y a eu un génocide au Rwanda. Oui. Il y a eu un gouvernement Hutu qui a décidé qu'il fallait exterminer tous les Tutsis. Et heureusement, tous les Tutsis ne sont pas morts. Oui. C'est comme ça que je suis en vie. Et c'est comme ça que vous êtes en vie. Et tous les Hutus n'ont pas embarqué dans ce projet. Il y en a peu qui nous ont aidés à survivre. C'est pour ça que vous verrez toujours que j'ai des amis Hutus, comme j'ai des amis Tutsis. Donc, c'est un génocide des Tutsis qui a eu lieu au Rwanda en 1994. Je l'explique. Et pour les détails, vous allez lire ça dans mon livre quand vous serez plus grand, quand vous saurez faire la nuance entre ce qui s'est passé et ce que vous pensez aujourd'hui. Oui, et surtout, la question de santé mentale. Avez-vous considéré justement la thérapie? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux rescapés du génocide? Échapper au génocide et sans séquelles, autant physique que mentale, je dirais que ça tient des miracles. C'est comme tomber d'un avion à 5000 km et s'en sortir sans aucune égratignure. Après un drame aussi horrible qu'un génocide, tu peux t'en sortir physiquement sans égratignure, mais mentalement, non. C'est difficile à croire. Le problème, c'est que avec le tabou, avec les stigmas qui viennent avec les problèmes de santé mentale, on n'ose pas en parler. Et pas juste en parler publiquement, même en parler à soi-même, parce que c'est une discussion qu'on ne veut même pas faire avec soi-même. Le déni. Et je me suis dit, il faut que je consulte. Je suis allé voir un psy et ça m'a vraiment aidé. Est-ce que c'est guéri? Je ne dirais pas. Mais c'est beaucoup, beaucoup nécessaire. Et la santé mentale, c'est quelque chose qui nous concerne tous, des rescapés, et qui concerne aussi nos enfants, parce que si je suis vraiment de très mauvaise humeur à cause d'une nuit passée à Mugomga, alors que je suis à Ottawa, ça se répercute sur comment je réponds aux questions de mes enfants. Quand ils me demandent quelque chose, ils me disent j'ai faim. Est-ce qu'il sait vraiment c'est quoi avoir faim? Moi qui ai passé 4 jours sans rien manger. Et lui, il me dit, j'ai pas faim alors que le frigo est plein. Parce que il ne voit juste pas ce qu'il veut. Et quand je suis de mauvaise humeur, je peux être méchant. Je peux sortir de mots que je vais regretter plus tard à mes enfants, à ma conjointe. Donc la violence familiale, et les problèmes d'alcoolisme, les problèmes d'insomnie, c'est tout ce qui peut venir avec les problèmes. Donc ça peut être les symptômes ou les conséquences du PTSD. Oui, du trauma. Et c'est mieux que ça soit traité que de penser qu'on peut
camoufler. Et surmonter ça toute seule. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Philbert Mouzima, de vous être livré à l'émission d'entretien. Son dernier livre s'appelle Imbibés de leur sang, gravé de leur nom. Il a été publié aux éditions Izuba. Et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne communauté, la chaîne YouTube, et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et Imana Uganda Wahire.